Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau 7-8 le débat. La France est candidate pour accueillir l'exposition universelle de 2025, tout comme le Japon. Le Bureau international des expositions a jusqu'en 2019 pour trancher entre les deux pays. En France, le projet est d'organiser cette manifestation géante sur différents sites du Grand Paris et le campus de Paris-Saclay s'est porté candidat pour accueillir le village global de l'exposition. Quels sont les atouts de cette candidature? Quelles retombées attendues? Et une autre question s'impose, quel est le rôle des expositions universelles aujourd'hui alors que de nombreuses autres manifestations internationales existent? Avec nous ce soir pour en discuter, David Ross, vous êtes maire d'Orsay, Jean-Charles Gesselot, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'UVSQ et Raphaël Bideau-Wellington, vous êtes artiste, chercheur et prospectiviste et vous êtes l'auteur de ce livre Paris Ars Universalis, scénario fiction du futur Grand Paris. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Charles Gesselot. Peut-on dire que les expositions universelles suscitent un peu moins d'enthousiasme que celles qu'on garde en mémoire du début du XXe siècle? Si on regarde les chiffres, par exemple, de fréquentation des expositions, oui, on peut le dire. La dernière en date, qui est celle de Milan, a attiré 22 millions de visiteurs. Quand on compare à l'exposition universelle de Paris, par exemple, de 1900, elle en avait attiré le double. Voilà. Après, celle de Shanghai en 2010, on avait attiré 73 millions, donc sans accumuler les chiffres, c'est variable d'une exposition à une autre, mais on peut dire, oui, qu'aujourd'hui, il y a moins d'enthousiasme pour les expositions universelles, parce que leur signification n'est pas la même, et le rôle qu'elles jouent dans la transmission de l'information ne se fait pas dans le même contexte, puis il y a beaucoup d'autres canaux aujourd'hui pour s'informer que ce qui existait lors des premières expositions universelles. Donc on peut penser que oui, il y a un moindre engouement pour ces événements. David Ross, ça ne vous décourage pas? Vous portez la candidature donc, de Paris-Saclay. Qu'est-ce que vous attendez pour votre territoire? Alors d'abord, c'est une candidature qui est portée par le département de l'Essonne, l'agglomération Paris-Saclay, et donc les deux villes, Orsay et Gif-sur-Yvette. On attend surtout de faire gagner la France, puisque vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le Japon qui sera en face de la France. Donc la France doit choisir sa candidature d'ici l'été. La décision du Bureau international à la fin de l'année prochaine. Et donc on espère surtout d'abord faire gagner la France et puis mettre en phase, peut-être qu'on en reparlera, la thématique de cette exposition qui est portée par la France, à savoir la connaissance à partager, la planète à protéger, et ce qui est en train de se développer sur ce territoire-là de Paris-Saclay, de ce cluster scientifique et de l'opération d'intérêt national qui couvre à la fois le département de l'Essonne et celui des Yvelines. Raphaël Bideau-Wellington, c'est vrai, vous le dites dans votre livre, les expos universelles, c'est un petit peu aussi pour les villes une façon de se réinventer, de se reconstruire, de se donner une nouvelle identité? Oui, donc moi j'ai eu l'occasion, avant d'écrire ce livre sur le Grand Paris, qui résulte tout un projet de recherche que je mène depuis plusieurs années à la Sorbonne, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des urbanistes chinois de Tongji University sur l'expo universelle de Shanghai. Donc j'ai plusieurs expériences. En effet, les expos universelles, on peut voir ça comme simplement un méga événement. En fait, je trouve que c'est plutôt, mon analyse, c'est plutôt que c'est une espèce d'occasion de théâtraliser une mutation urbaine qui de toutes les façons est nécessaire, et d'une certaine manière, si c'est pensé de cette manière-là, là ça devient vraiment intéressant parce que ça met la ville en mouvement, et du coup l'expo universelle est intéressante si elle s'inscrit dans une stratégie de fond du territoire. C'est pas simplement un event avec un coût médiatique, un effet de communication, ça c'est la dimension superficielle. Finalement le public a tendance à ne voir que ça, parce qu'on oublie de restaurer ce caractère transformationnel du territoire sur une période parfois assez longue. Une expo, ça se prépare une dizaine d'années en avance. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était en travaillant sur le Grand Paris, il se trouve que les pouvoirs publics ont une démarche, pour une part, un peu technostructurelle avec la mobilité, la gouvernance, mais tout ça, ça ne fait pas le Grand Paris. Et donc, dans mon scénario fiction, j'utilise en fait l'hypothèse d'une expo universelle pour mettre en mouvement toute la région Île-de-France et faire ce Grand Paris, le Grand Paris devenant une expo universelle permanente. Donc c'est même aussi une manière de régler le caractère éphémère des expos universelles. On en parlera juste après sur l'après-exposition. Ouais, très important. David Ross, vous avez pensé, vous, à Paris-Saclay, sur le long terme pour cette candidature? Tout à fait, je suis en phase avec ce qui vient d'être dit, parce que une fois encore, le thème, c'est la planète à protéger.
Et le plus bel exemple pour protéger la planète, c'est que lorsqu'on construit des bâtiments qui ont une certaine fonction, c'est que ce ne soit pas juste pour 3 mois ou 6 mois, mais bien que ce soit pensé dans la durée. Et donc c'est bien tout l'intérêt de notre candidature, c'est qu'on n'a pas besoin de cette candidature pour faire vivre notre territoire. En revanche, ce qui va être développé sur notre territoire étant en phase avec ce que l'on souhaitait développer et avec la problématique de cette exposition, il y a une rencontre de fait qui fait que ça justifie pleinement notre candidature. Rappelons-le, vous êtes un des principaux hubs, clusters académiques, technologiques. On est repéré parmi les 10 en Europe, plus grands au monde. clusters dans le monde, effectivement, scientifiques. D'où votre légitimité pour cette candidature. Sur la partie scientifique, mais aussi sur tout ce que l'on souhaite développer en termes d'ouverture à l'international, puisque c'est aussi le but de ce cluster. Et comme l'exposition, peut-être que des spécialistes en dira davantage, mais l'objectif là à l'époque c'était un peu d'imposer le rôle de la France. Là c'est vraiment de partager. Et c'est vraiment cet état d'esprit là en tout cas qui alimente tout notre territoire. Jean-Charles Gesselot, justement, sur la nature, la fonction de ces expositions aujourd'hui, quelle est-elle ? Alors, elle est de proposer des réflexions globales sur des enjeux environnementaux, urbanistiques, technologiques, etc. Ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque historiquement, vous l'évoquiez à l'instant, elles avaient aussi un rôle politique, voire géopolitique, d'affirmer un régime, un pays. C'était le cas des premières expositions universelles au XIXe siècle. C'était, je pense, pour la France, la première a lieu en 1855. On est quelques années seulement après la proclamation du Second Empire. Et il s'agit évidemment pour Napoléon III d'afficher les fastes du régime. Et ce sera le cas pour la deuxième en 1867, toujours organisée par le Second Empire. La Troisième République reprend cette idée. En 1878, il s'agit de montrer le redressement de la France après les désastres de la guerre de 70-71, de la Commune. En 1889, évidemment, c'est le centenaire de la Révolution française. Là encore, la dimension politique est importante et on le trouve ailleurs qu'en France. Vous avez l'exposition de Philadelphie aux États-Unis en 1876, qui est aussi une exposition du centenaire de la Déclaration d'indépendance. Donc, ce sens politique-là... Année de la Tour Eiffel, 1889. Et 1889, année de la Tour Eiffel. Ce sens politique-là c'est peut-être atténué aujourd'hui, même si, évidemment, les expositions restent des vitrines essentielles pour les pays qui les organisent. Est-ce qu'on ne raisonne pas plus aujourd'hui en termes de métropole plutôt qu'en termes de nation, Raphaël Bidault-Wellington, Aujourd'hui, c'est ces grands centres urbains qui travaillent leur rayonnement finalement plus que les pays. C'est un petit peu les deux. Disons que là, on est dans des questions qui touchent à ce qu'on appelle le soft power. Vraiment comment les nations se faisaient concurrence, et maintenant en effet la guerre, la compétition entre les territoires se joue beaucoup plus à l'échelle de métropole, y compris à l'intérieur des pays, parce que ça correspond à des échelles où aussi les citoyens se sentent beaucoup plus attachés à leur ville qu'à leur pays. Il y a un ancrage local qui se fait beaucoup plus à l'échelle de la métropole. Et puis les métropoles sont peut-être plus agiles à mettre en mouvement que les États. Donc en effet, la concurrence entre les métropoles est très, très vive. Donc Paris, traditionnellement, fait vraiment Paris et Londres, c'est vraiment le bras de fer. Et pour les expos universelles, c'était déjà le cas. Londres était la première à accueillir une exposition universelle. Donc dans mon bouquin, je fais tout un chapitre sur le pavillon anglais, justement, qui vient un peu clore le récit. Donc oui, c'est stratégie de soft power, et donc il y a des métropoles, mais il y a aussi toute la phase de gagner le concours pour avoir le droit d'accueillir, et ça c'est vraiment une sacrée bataille d'influence internationale à mener au sein du Bureau international des expositions, qui est l'un des rares organes à avoir des représentants de plus de 180 pays, c'est-à-dire qu'il y a les Nations Unies, l'UNESCO, et puis ensuite c'est le Comité international olympique qui représente et le Bureau international des expositions, l'humanité dans son ensemble. Voilà, où il y a tous les pays de la planète qui sont avec des représentants qui sont des ambassadeurs et des candidatures qui sont portées directement par les présidents. Donc on oublie même ce levier de soft power qui est déterminant de toute la phase amont. Et donc moi je fais un chapitre aussi sur cette volée comme ça, stratégie de soft power internationale. David Rose, justement, alors vous êtes en compétition avec Marne-la-Vallée, avec Gonesse-la-Vallée de l'Ourcq. Qu'est-ce que, justement, par rapport à ce que vient de dire Raphaël Bidault-Wellington, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Vous vous sentez vraiment concerné en tant que territoire et pas en tant que pays ? Alors, on se sent concerné en tant que territoire pour le pays.
Voilà. Et comme on a eu l'occasion de le dire, parce qu'on a fait une soirée un peu événementielle avec tous les acteurs qui nous soutiennent, moi j'ai eu l'occasion de dire que nous allons gagner, pas uniquement parce que nous sommes les plus forts, même si nous sommes les plus forts, mais parce que nous sommes les plus forts pour la France. Voilà. Et qu'on estime que par rapport à Osaka, par rapport au thème que j'évoquais tout à l'heure, et aussi par rapport à la manière dont on souhaite penser la suite de l'exposition, on sera en bonne situation de faire gagner la France, que ça a été dit, c'est un pays, une voix. Et donc il faut regarder ce qu'on va mettre sur la table par rapport à ce un pays, une voix, où là il faut être non pas, entre guillemets, ostentatoire et écraser tout le monde, mais séduire. Donc c'est une autre manière de rayonner, c'est rayonner par la séduction, par la conviction, et donc on estime qu'on a un certain nombre d'atouts qu'on a développés à cette soirée qui sont uniques par rapport aux 3 autres candidatures qui par ailleurs sont des très bonnes candidatures, notamment pour les Jeux Olympiques. Citez-nous trois atouts. Alors il y a les atouts qu'on retrouve dans les autres candidatures, c'est-à-dire l'accès au transport, parce qu'on a l'aéroport d'Orly. Alors notre candidature va dire oui, j'ai Roissy, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les pays qui arrivent à Orly. Justement par rapport au vote, vous voyez que par rapport à ce que l'idée c'est aussi d'attirer pour la suite, vous verrez des collaborations dans la durée avec ces pays. Donc les transports, Orly, la gare de Massy qui permet, parce que vous avez parlé du village central, ensuite l'idée c'est de rayonner sur un certain nombre de villes françaises, et donc Massy a une distribution à peu près entre 1h30 et 2h30 d'un grand nombre de métropoles françaises. Et puis les accès A6, A10, N118, donc tous les accès routiers. Et puis surtout, donc l'idée, enfin l'atout majeur pour nous, c'est effectivement, comme je l'ai dit, on avait l'idée d'un cluster qu'on construit pour les 15-20 prochaines années. Et il se trouve qu'on avait donc 65 hectares qui n'étaient pas encore décidés dans la manière dont on allait l'aménager. Et l'idée, c'est de l'aménager à la fois pour l'exposition universelle, mais aussi pour la suite de l'exposition universelle. Et donc pour l'étape 2 de ce qu'on voulait faire sur l'OIN qui n'était pas prêt, et donc de coordonner tout ça. Et l'idée, c'est en fait que les bâtiments, alors parce que vous savez que chaque pays construit son bâtiment, alors d'abord, première idée, c'est d'éviter la surenchère c'est le pays le plus important qui a le bâtiment le plus gros, donc il y a tout oui, rappelons-le, c'est un ensemble de pavillons de chaque pays, c'est ça. D'où le terme ça, exposition universelle. Ça, c'est le principe universelle. de base. Après, il y a une idée qui est portée d'ailleurs par Jean-Christophe Fromentin, qui est de mettre une géode au milieu, qui permet de faire une visite virtuelle de tous les pays, ce qui fait que chaque pays déjà peut faire passer un certain nombre de messages par les nouvelles technologies. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il restera les pavillons, et l'idée qu'on a, c'est que ces pavillons qui vont être financés par les États membres puissent ensuite être reconvertis en priorité pour ces pays-là, avec deux idées. L'accueil des étudiants, il y a énormément de collaborations de recherche et d'études avec un grand nombre de pays, notamment francophones d'Afrique, et donc je rappelle, un pays, une voix, donc de les accueillir et de favoriser en tout cas leur possibilité de s'implanter, de vivre sur le campus universitaire de demain. Et de la même façon, de garder des locaux pour des startups, pour tout le parcours de création d'entreprises que l'on souhaite développer sur le domaine du développement durable, et là aussi d'avoir des partenariats entre les grands groupes français, les startups françaises et les startups de ces pays émergents. Jean-Charles Geslo, c'est tout un programme. On est loin quand même des anciennes expositions universelles. Là, on s'inscrit vraiment avec une vision économique, de développement du territoire. C'est beaucoup plus complexe qu'avant. Oui, les premières expositions universelles étaient peut-être moins dans la prospective, pour le coup, et dans l'aménagement urbain sur le long terme, même si, évidemment, il n'y a qu'à se balader dans Paris, sur les bords de Seine, pour retrouver les traces d'expositions universelles. Vous parliez de la Tour Eiffel, c'est le meilleur exemple, le palais du Trocadéro qui est en face, le palais de Tokyo, tout ça, ce sont des restes des expositions universelles. Même si elles ne s'étaient pas conçues au départ, forcément, pour rester dans la pérennité. Le palais du Trocadéro, pour le construire, il a fallu abattre le précédent palais qui a été construit là pour l'exposition précédente. Donc ça ne s'inscrit pas forcément dans la durée. Sur les enjeux de développement, ils étaient peut-être plus idéologiques dans les premières expositions, dans la mesure où il y avait une exaltation quand même du progrès économique et technique dans ces expositions, qui étaient vraiment des temples Parce du que progrès. rappelons-le, ce sont des vitrines technologiques, c'était des vitrines industrielles à l'époque. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est à l'ère de la révolution industrielle, de l'industrialisation, du développement des chemins de fer, de la métallurgie. Et chaque pays, justement, vient montrer les progrès qu'il a pu accomplir. Chaque exposition, d'ailleurs, est en quelque sorte une comparaison avec la précédente pour montrer que ça n'arrête pas de progresser. C'est très 19e comme idéologie, cette croyance au progrès qui va évidemment quelque peu décliner au XXe siècle. C'était un élément important de ces expositions. Oui.
Raphaël Bidwellington, là-dessus, voilà, c'est la nécessité d'un développement économique, d'un progrès. Vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, alors en fait, donc, dans ce scénario fiction, donc, l'idée c'est d'avoir cette expo universelle comme pivot central du récit, mais par le biais de cette hypothèse, je propose du coup un scénario de développement avec un volet soft power international pour commencer, pour gagner. Une fois qu'on a gagné, ensuite il faut développer un programme d'innovation, mais d'innovation élargie, c'est-à-dire un programme d'innovation sociétale qui fait que cette exposition devient un peu le catalyseur et un accompagnement aussi de la mutation de l'économie contemporaine qui subit quand même voilà, la transition écologique, la transition digitale. Donc je montre comment voilà, l'expo universelle, avec son challenge de l'innovation, c'est plus la modernité directement ou la prouesse technologique, mais ça reste néanmoins le terme actuel, ce serait le terme d'innovation qui aspire à trouver des solutions aux grands challenges contemporains. Donc l'expo universelle, c'est le déballage de l'innovation tous azimuts. Alors, donc, tous azimuts, mais aussi elle a été pensée cette innovation. Hein, on sait dans quelle direction on va. Oui, disons que je propose comme ça un peu une stratégie. Alors évidemment, la stratégie que je propose est assez différente de celle que l'équipe réelle propose, sur laquelle je trouve qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Donc moi, je propose un petit peu des nouveaux modes collaboratifs qui permettent d'accélérer l'innovation locale et internationale, de créer vraiment un réseau d'accélération, un peu qui suit les idées de l'accélérationnisme. Ce sont des termes, des jargons. Et puis je montre aussi tout le volet culturel. Aujourd'hui, l'innovation a une dimension culturelle très forte. Et donc j'ausculte la dimension culturelle, la métamorphose de l'imaginaire du Grand Paris par ce rendez-vous. Puis après, je vais chercher d'autres réflexions sur le futur du web, sur le futur de la religion, sur le futur du sexe. Voilà, après, ça touche à d'autres strates de la ville. Mais en tout cas, il me semble que l'équivalent de ce que le 19e siècle allait chercher dans ces expos universelles de modernité se joue aujourd'hui par l'idée d'innovation, plutôt vraiment... Innovation numérique, innovation politique, en santé, sociétale, culturelle, et non simplement technologique. David Ross. Je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit, donc je vois qu'on va avoir une nouvelle ambassadrice pour notre candidature. Ah oui, mais... Elle va peut-être encore plus loin que vous, visiblement. On a besoin, vous restez en phase, vous, avec ce qui est réalisable, alors que... Nous, on est des pragmatiques de terrain, on essaie de gagner, et puis après, on verra comment améliorer les choses. Mais ce qui est important, c'est que cette expo, c'est 2025. Là, nous sommes en 2017, il faut voir aussi le timing dans lequel on a dû faire ce dossier. D'ailleurs, moi, je félicite toutes les équipes qui ont été mobilisées parce que c'est des dossiers assez conséquents. Ça a été aussi pour nous l'occasion de nous bousculer, y compris dans la manière dont on appréhendait le développement de notre territoire dans les 15 prochaines années, parce que souvent, quand on est maire, on est un petit peu englué dans la gestion au quotidien. Donc on a fait un effort important. Moi-même qui suis enseignant, je sais que c'est pas suffisant et qu'on peut que progresser. Donc, Imaginez, vous n'auriez pas eu cette candidature à rédiger, à envoyer. Comment le territoire peut se développer autrement? Enfin, vous auriez trouvé peut-être une autre l'innovation, c'est pour ça que je suis ravi manifestation? d'entendre ça, parce qu'indépendamment de l'exposition, ce qu'on veut faire sur le cluster, enfin en tout cas moi ce que je porte, puisque je suis vice-président en charge de l'innovation et de la recherche, et je suis par ailleurs scientifique, je suis très sensible aux nouvelles technologies et à l'innovation. On essaie de l'expérimenter à l'échelle du territoire, sur la commune, dans les écoles et au niveau de l'agglomération. Mais là, on a la capacité et l'opportunité, finalement, on est un peu bousculé d'aller plus loin que ce qu'on aurait imaginé dans notre train-train quotidien. Très bien, c'est au contraire, c'est une opportunité, on va savoir saisir. Moi, je pense qu'il faut... on n'avait pas pensé être candidat, parce que ça s'est un petit peu enchaîné, et on s'est dit, mais on est en phase, et on s'aperçoit que finalement, il y a encore des domaines qui doivent être creusés et amplifiés. Oui, je pense que c'est le volet culturel est complètement absent, je trouve, de la candidature. Et puis aussi, c'est ce que j'allais... Je ne sais pas si devant l'historien, si le château de Versailles, vous l'enlevez du domaine culturel, mais vous êtes un petit peu dur pour l'histoire de France à ce moment-là. Oui, mais enfin... il me semble que la dimension prospective culturelle, justement, métamorphose de l'imaginaire du territoire, mise en mouvement d'une créativité tournée vers le futur. Il y a tout le volet technologique, comme vous dites, et Saclay est un acteur important de ce point de vue-là, mais du côté vraiment enjeu culturel, monde de la culture, il y a un petit peu de recherche historique, mais il y a un gros manque de réflexion sur... Alors il y a un élément peut-être qui va vous séduire, parce que si j'arrive à
la séduire, c'est peut-être Non, bon vous signe n'allez pour pas la y arriver, suite. parce que je connais très bien la candidature. Allez-y rapidement pour que monsieur Justin Oui, non, mais intervienne. c'est juste parce qu'il y a un élément important, c'est le projet Photopolis et tout ce qui est lié à la photo. Puisque la photo, on passe de l'histoire et donc de toutes les technologies qui ont été faites et du côté artistique aux enjeux du numérique et de ce qu'on peut en faire demain. Et c'est un sujet sur lequel toutes les cultures peuvent s'exprimer. Donc, à mon avis, il y a un dénominateur commun à creuser sur le domaine de la photo qui fait partie, peut-être en filigrane, mais de la candidature. Jean-Charles Geslot, justement sur cet aspect-là, on entend parler beaucoup de technologie. C'est moins culturel aujourd'hui, les expositions universelles. Il y a moins cette symbolique-là, parce que c'est quand même une idée du vivre ensemble dans toute l'humanité, un peu réunie sur un même lieu. Alors, il faudrait déjà qu'on s'entende sur ce qu'on entend par culture, là, sur ce plateau. Soit on parle de la vie culturelle, de la création artistique, etc. Bon, traditionnellement, les expositions universelles, elles étaient universelles justement parce qu'elles allaient au-delà de l'industrie. Et l'universalité, on ne renvoyait pas à l'idée de l'humanité entière, mais renvoyait aux thématiques abordées. Et les expositions étaient universelles parce qu'on y exposait des produits de l'industrie, de l'agriculture et également des beaux-arts. Donc la culture était intrinsèquement présente dans l'exposition universelle au départ. Après, cette dimension a peut-être été déviée parce que la notion de culture elle-même a évolué et qu'aujourd'hui, voilà, la culture, vous allez évoquer le château de Versailles ou quelque part la progrès technologique aussi, c'est un phénomène culturel. Et de toute façon, ça reste aussi des événements culturels puisque les expositions universelles sont parmi les éléments les plus significatifs de ce qu'on appelle cette culture de masse, cette culture mondialisée, où vous avez des millions de personnes qui vont participer au même événement. Et ça, c'est, pour le 19e siècle que je connais bien, c'était nouveau, ça n'était jamais arrivé. Quand Paris accueille, voilà, en 1900, 50 millions de personnes en quelques mois, voilà, on est au cœur de cette culture de masse qui apparaît à l'époque. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a cet aspect-là. Après, en effet, se pose la question de la place des professions culturelles, des institutions culturelles dans les projets, mais vous connaissez le projet mieux que moi, et je crois que vous pouvez mieux en parler et le défendre. Raphaël Wido-Wellington, justement, tous un dernier mot pour conclure. Vous aviez inventé la thématique l'art de bien vivre ensemble. L'art de vivre ensemble. L'art de vivre ensemble, pardon. Donc c'est vrai qu'il y a sur cette idée de communauté de destin, de rassembler tout le monde, c'est un petit peu ça l'idée encore aujourd'hui quand même. Oui, en tout cas, si on prend une exposition universelle dans toute sa profondeur, et je pense que c'est aussi, la France peut marquer une différence en montrant qu'elle est capable de réinstaller un niveau de réflexion de cette ampleur, c'est-à-dire de dire une expo universelle, c'est vraiment réinterroger qu'est-ce que peut être l'universalité dans sa dimension culturelle, dans sa dimension cognitive. La science est quand même un monde qui est aussi en crise. Et du coup, une expo universelle peut faire l'objet d'une réflexion sur la culture partagée autour de la planète. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que la globalisation ? La France a un peu pris du retard sur la réflexion sur la globalisation et le gouvernement pourrait se saisir. Beaucoup aujourd'hui. Voilà, et il me semble que le projet qui est porté actuellement n'a pas pris la mesure de cette profondeur et n'a pas dans son contenu ce niveau de réflexion sur tous ces points. Voilà, c'est un petit peu ça que je David Ross, justement, c'est un moyen de repenser la mondialisation, peut-être de la faire plus On a vécu plus une belle pour séquence les... électorale où certains prônaient le repli sur soi. Moi, je trouve que c'est quand même cette candidature, elle porte l'ouverture, l'ouverture aux autres. On peut bien sûr s'améliorer, mais moi j'estime que le fait de porter déjà cette candidature, c'est un pas en avant et c'est un signe très fort. Et je souhaite qu'on gagne et je souhaite que Phil TV 78 soit là en 2025 pour couper le ruban à nos côtés. Jean-Charles Geslot, un dernier mot là-dessus, sur cette idée de... On est dans un monde mondialisé, mais l'exposition existe encore pour nous montrer ces différentes cultures, ces différents pays. Mais les expositions universelles sont des éléments de la mondialisation depuis le début de toute façon. Donc, plus que jamais aujourd'hui où on est, pour le coup, au cœur de la mondialisation. Et il y a cette ambivalence entre, finalement, on aime les cultures de chacun, on aime les différences de chacun, en fait. Cette exposition universelle, c'est aussi pour montrer les différents atouts. Je crois qu'à Shanghai, la France était sur le luxe, etc. Enfin, des choses assez, finalement, classiques, clichés, un peu. Donc on aime bien aussi nos différences et en même temps, on aime bien être tous ensemble aussi dans un même lieu. Ce qui nous unit, la culture universelle. Ça a pu être plus polémique, je pense,
représentation des mondes coloniaux, par exemple, dans l'exposition universelle, où là, la différence était mise en scène de façon assez idéologique, et on est évidemment dans les concepts racistes du 19e siècle. Donc c'est à double tranchant, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un peu évolué, heureusement, sur cet aspect-là. David Ross, quand est-ce qu'on saura si vous avez gagné ? Alors théoriquement, c'est avant l'été. On nous avait dit le 21 juin, mais comme il y a des législatives le 18 juin, je suis pas sûr que le premier Conseil des ministres prenne comme décision le 21 juin de choisir le lieu, mais de toute façon, la France doit déposer son dossier pour l'automne. Donc le temps est très court pour le site qui va être retenu. Et décision finale par le Bureau international qui se réunira à Paris, donc le vote aura lieu à Paris, en octobre ou novembre 2018. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Très bonne fin de soirée.